pour faire un petit retour en arrière, en 1990, il y a quand même tout ce dont je parle là ne se fait plus dans le cadre de KIF. Alors juste, Mais donc, bien sûr, de la nouvelle société que tu as citée tout à l'heure. voilà, en fait, à un moment donné, on s'est mis à faire enfin je dis on parce que on était 3 ou 4 et j'avais des copains avec qui on le faisait. On s'était mis à faire un petit peu d'assistance en endurance, parce que l'endurance, il y a la moto, mais il y a aussi le stand, des béquilles, la cabane à chrono, enfin bon, il y a tout un ensemble de choses à faire autour de l'endurance. Et Cyril Beer nous avait confié le team qu'il venait de créer, et il souhaitait que nous ayons, alors il fallait qu'on en trouve une à louer, une semi-remorque, de manière à avoir une image un peu plus grande. Sauf que louer une semi-remorque au début des années 90, ça n'existait pas, enfin ou peu. Et donc on a fait le choix de créer une entreprise avec Jean-Sylvain Dupré. Voilà. On a créé la CRL Reflex grâce à ma femme Monique, sans qui on n'aurait pas fait tout ça, parce qu'elle savait... Qui tenait les cordons de la bourse. Non, puis surtout, c'est son comptabilité, métier de, oui. créer, de rédiger des statuts, de bien border tout ça sur un plan administratif, faire des contrats de travail, gérer, aller à la banque, monter des dossiers, hypothéquer la maison, pour pouvoir emprunter de quoi construire une semi-remorque. Alors, on oublie une étape aussi, parce que ta carrière foisonne de tellement de choses. Donc, tu viens de citer, je voulais y venir, que tu as fait de l'endurance et que parce qu'on te faisait une demande sur l'endurance, tu as étoffé ta structure, tu as créé ta société. Mais il faut dire aussi qu'au cours des années précédentes, le team Sonoto Yamaha t'avait eu en appoint sur des courses d'endurance, que tu avais été en appoint avec eux sur les premières courses du Paris-Dakar. Donc, les contacts s'étoffent, tu avais quand même un gros contact avec Yamaha France. Oui, je faisais partie de ce que moi j'appelle les quelques mercenaires. C'est-à-dire qu'on faisait appel à moi quand il y avait ce que j'appelle une glissade, c'est-à-dire qu'on s'approche de l'échéance, et Alain Chevalier faisait partie de ceux... Et là qu'il faut renforcer le staff. J'avais tentant, Alain me téléphonait, on me disait bon, tu fais quoi la semaine prochaine? J'ai dit non, ça c'est pas une bonne question, j'amène mon duvet. et je dors chez toi une semaine. Voilà, exactement, mais c'était épuisant, mais tellement gratifiant. Parce qu'on est dans le milieu de la compétition. Ouais, c'est l'exigence de compétition. Moi, j'ai pris l'habitude inconsciemment, et je le fais encore aujourd'hui, ce qui des fois me joue des tours, je dis oui. Parce que le sujet m'excite. Alors après, j'ouvre les yeux, je regarde si je me suis embarqué dans une galère ou pas, et donc de fil en aiguille, et souvent ça se fait. Voilà. Enfin maintenant, toujours Jean tu dis pas oui, et tu découvres dans la seconde d'après que ça signifie 5 ou 6 nuits blanches, parce que c'est arrivé non, ça. Non, 5 ou 6 nuits blanches, 2, mais une ou deux, une oui. À la fin, la dernière ligne droite. Voilà. J'en connais plus, des préparations de Val d'Or, certains oui, des préparations de Dakar. On faisait en sorte que ça aille pas jusque-là. Ouais, on est d'accord. Bon, mais tout ça bout à bout, donc pour revenir au sujet, c'est vrai que j'ai découvert l'endurance, puisque Yamaha avait fait appel à moi, non pas pour m'occuper des motos, des suspensions et des pilotes, mais toujours sur la même raison, c'est-à-dire qu'il fallait qu'il y ait quelqu'un qui branche les fils, qui installe les éclairages dehors, qui ont besoin qu'on soive des béquilles, qu'on soive des pylônes. Oui, il y avait des choses à faire, des fois il y avait une petite modif à faire sur la moto, il y avait une soudure, moi je pratiquais quasiment tous les corps de métier. Il y avait un mot aussi qui accompagnait ça, c'était démerdman, quoi. C'était un peu, le démerdard de service à qui on demande tout dans la seconde. Dès qu'il y a un truc à la con, en général, ça me tombait dessus. Disons-le autrement, dès que quelque chose requérait quelqu'un d'une polyvalence absolue, on faisait appel à tes compétences, mon cher Yves. C'est ça Mais bon, c'était le vocabulaire adapté. Toujours très sympathique. Et donc c'est vrai que les 2 années avec Yamaha, les motos officielles où j'étais avec eux, si on ouvre les yeux et qu'on voit comment les professionnels se prennent, on accumule de l'expérience. Et quand on s'est mis à faire de l'endurance avec Beer, c'est vrai qu'on avait déjà en amont, je dis on parce que c'est toujours une fois, c'est pas un truc qui se fait tout seul. Il fallait absolument être multicarte. Tu as déjà cité son nom, Jean-Sylvain Dupré, c'était ton bras droit en quelque sorte? Alors,
C'était mon associé. En fait, Jean-Sylvain Dupray, on se connaissait depuis quelques années. Lui travaillait dans un atelier artisanal, celui d'Alain Narcy à Maison-Alfort. Et nous étions descendus ensemble. Encore un atelier impliqué dans la course. Nous étions descendus ensemble au Castellet pour donner un coup de main à Beer. À l'appel, c'est Rachel Nicotte qui nous avait demandé de venir. Parce que Rachel était un des 3 pilotes de l'écurie Beer. Et il avait conseillé à Beer pour grimper d'un cran. C'était très flatteur et sympathique pour nous de venir l'épauler. Et Jean-Sylvain, lui, avait plein de... Je dis avait parce que malheureusement il est décédé il y a 8 ans maintenant. Il avait des compétences que moi je n'avais pas, c'est-à-dire moteur, suspension, le dialogue avec le pilote, la moyenne entre les 3 pilotes pour trouver les réglages moyens. Et moi je m'occupais plus des béquilles, du derrick, de tout le reste, le fond de sauce. C'est ce qui fait la qualité qui est nécessaire. Comme ça, voilà. La compétition, c'est un cumul de compétences quand même. Donc, la marche d'après, ça a été effectivement l'investissement dans la semi-remorque, on avait la certitude de la louer au moins 3 fois à Beer en 90. La saison 90 a été pour le moins pittoresque. Parce que, à t'entendre, t'emploies ce mot pittoresque, mais ça veut dire que... ça veut dire qu'on n'a pas franchi la ligne d'arrivée une seule fois, parce que... il y a amnistie, mais bon, c'est vrai qu'il nous est arrivé plein de choses, parce qu'on apprenait, on a toujours l'impression qu'on a à peu près tout appris, et puis en fait, on a commis pas mal d'erreurs qui faisaient qu'on n'était pas à l'arrivée. Bon, bref. La saison d'après, on a recalé les choses de manière à être beaucoup plus rigoureux. Et j'ai envie de dire, la saison d'après, t'es bien dans l'histoire de la YAM de Philippe Monneret qui gagne les 24 heures. Tout à fait. Alors, la YAM, c'est pas celle de Philippe Monneret. La Yamaha, c'est celle de Beer, et Philippe Monneret avait trouvé à titre personnel un partenaire qui s'appelle Finacor, qui était le premier courtier en bourse européen. Le PDG de cette entreprise avait passé son permis de conduire avec Philippe, et il trouvait Philippe plutôt sympathique, ce qui est vrai d'ailleurs, il a toujours été très doué sur un plan relationnel. Et il est sympathique, Philippe, enfin. Voilà, non, mais il n'y a pas de problème. Et donc Philippe était venu vers nous, et il était devenu le 3e pilote, avec Rachel Nicotte et Bruno Bonnehuile, qui étaient déjà avec nous l'année précédente. L'apport de Philippe a été très important, parce qu'il nous a permis de le faire dans de bien meilleures conditions. Mais en amont, nous, on avait déjà les motos, la structure, les hommes, et il était prévu qu'on fasse les 24 heures avec Cyril. L'apport de Philippe a été très intéressant, parce que ça nous a permis de le faire encore un petit peu mieux. Mais c'était un point qui a été indispensable pour la marche d'après, puisqu'on a gagné les 24 heures du Mans en 91, et en 3e à Spa, puis après on a fait, 6e ou Bol. Bref, nous finissons 2e du championnat du monde pour notre 2e saison en endurance. Fallait pas crier victoire, ça a été monté un peu au cerveau de mes différents interlocuteurs, qu'il a fallu leur jeter un seau d'eau pour les calmer un peu. Ça, c'est une approche prudente de la chose. Parce que le souvenir que j'en ai, c'est quand même que cette équipe avait fait des étincelles en championnat du monde. Oui, enfin, soyons honnêtes. C'est surtout toutes les équipes officielles qui ont accumulé les boulettes. Yves, je ne peux pas te laisser dire ça. Je veux dire, vous êtes là, vous n'avez pas les moyens des équipes officielles. Pardonne-moi, mais dans les équipes officielles, il y a le CERT de Mélian, Suzuki Endurance, à l'époque, il y a Kawasaki France, managé par Christian Bourgeois quand même, prouve au contraire qu'au sein d'un milieu de course dominé par les usines, des privés opiniâtres, organisés, ont toujours leur chance à saisir, justement, dès que ces usines fléchissent. Il faut être là. Il faut être là. Et vous êtes là. Alors, pour être concret, puis pour clore le sujet 24 heures du Mans, on visait, nous, dans les 3 premiers, des équipages privés derrière les usines. Donc, grosso modo, on va dire entre 5 et 7, c'est une place qui était tout à fait légitime. Au petit matin, nous étions 7e au classement général. Donc c'était votre place. C'était notre plan de marche, et nous étions, grosso modo, à 22 tours du premier. En endurance, une bonne équipe privée, enfin à cette époque-là tout au moins, on se prenait un tour par heure, un peu dans les stands, un peu sur la piste, un peu de la technique, un peu de tout, mais c'était tout à fait normal. Et à partir de 7 heures du matin, les équipes officielles, chute, casse-moteur, panne d'essence, je ne citerai personne. Là, c'est une pique parce qu'il faut savoir que Yves peut être parfois un peu acide et joyeux plaisantin. Et
il faut comprendre ce qui sous-entend. Une panne d'essence en endurance, c'est la faute grave. Voilà. Pour le mauvais esprit, j'ai quand même un excellent professeur à mes côtés. Pour le mauvais esprit qu'est Yves, qu'une équipe d'endurance à ce niveau-là puisse commettre une telle faute grave qu'est la panne d'essence, mais en fait ça arrive. On est tous capables de le faire. Voilà. Et remercier le ciel, Bien ça sûr. nous a permis de devenir 6e, 5e, 4e, 3e. La remontée vers la tête a, je crois, de mémoire, nous a occupé pratiquement 2 heures. Donc là, moi, j'ai fait un début d'ulcère parce que tu sais pas comment ça va finir. Bon, évidemment, c'est très sympa, là. L'entourage devient un peu excité, il faut un peu calmer les ardeurs. Et c'est vrai que l'aboutissement, c'est de gagner la course, et c'est magnifique. Hein. Voilà. C'est unique. Hein. Moi, j'étais le team manager légal sur cette opération-là, parce qu'il fallait bien qu'il y en ait un. Qui organise. Un chef d'orchestre. Hein. Et par contre, j'ai demandé à Cyril Beer, qui est en fait l'instigateur et sans qui tout ça n'aurait jamais eu lieu, et je dirais même toute la suite des activités, Cyril en est toujours encore responsable. Parce que sans lui, on ne crée pas une société. Sans lui, on n'investit pas dans une semi-remorque qui a été un énorme pas en avant. Du coup, sans lui, on ne gagne jamais les 24 heures du Mans. Alors, il n'est pas tout seul, parce qu'on a été, évidemment, on a fallu qu'on le fasse. Mais ça nous a donné une ouverture vers plein de choses. Aller à un rendez-vous pour convaincre un client et lui dire que, 1, on a une semi-remorque et que 2, on a gagné les 24 heures du Mans, c'est quand même très une sacrée carte de pratique. visite. Voilà. C'est une sacrée carte de visite. Quand tu dis, ouais, on va peut-être faire des courses, bon, laissez-nous votre carte, on vous rappellera. On vous réécrira. Là, d'un seul tout à coup, fait. en fait, c'est même pas ça, c'est qu'en fait, les gens venaient vers nous naturellement. Voilà. Alors, j'y reviens avec toi, c'est difficile parce que tout se mélange. Et à un moment même, ta société Réflexe va devenir elle-même sponsor, si j'ose dire. Vous allez par exemple faire courir Sébastien Charpentier, avec succès. Oui, alors, une fois de plus, je reviens en arrière parce que pour arriver à faire ça, faut être clair. Dès qu'on participe à une compétition, on perd de l'argent. Du moins, Enfin, on nous. en investit. Nous, Oui, non, mais non, vous. on en perd. Oui, oui. Il faut, pour que l'entreprise tienne debout, qu'il y ait une partie qui soit rentable. La semi-remorque, très vite, on s'est aperçu avec Jean-Sylvain que c'était l'outil de travail qu'il allait nous permettre de faire des factures sans qu'on ait à dépenser de l'énergie. Car en fait, à cette époque-là, il y avait peu de monde avait des semi-remorques, et ceux qui en avaient, ils s'en servaient. Mais lorsque, je me rappelle, faire des opérations pour Citroën Sport, pour les casques à rail, pour Motul, et pour Hervé Poncharal nous a loué une fois ou deux, je sais plus, pour Lucky Strike, pour faire l'accueil des VIP. C'est-à-dire qu'ils ont la SMI de travail, puis il en faut une seconde. Alors aujourd'hui, les grosses équipes ont 3, 4, 5 semi-remorques, comme Tech 3, mais à cette époque-là, ça n'existait pas. Et donc ça générait du chiffre d'affaires, et par ce biais, grâce à Jean-Marc Bonnet, que beaucoup de monde connaissent sous le surnom de Snoopy. Jean-Marc connaissait les gens de chez Michelin, et d'une discussion est née que Michelin, ils avaient besoin d'une structure qui pouvait sous-traiter du montage de pneus en Grand Prix, mais il fallait une semi-remorque, et donc nous sommes, grâce à Jean-Marc, on a pu rencontrer les gens de chez Michelin, et nous avons sous-traité pour Michelin, pendant 8 années, 91 à 98, le montage des pneus en Grand Prix. J'y pensais à Michelin, bien sûr. Et donc ça générait du chiffre d'affaires, ça générait des bénéfices, et ces bénéfices, il y en a une partie qui nous permettait de faire de la course. En 91, on avait déjà commencé avec Michelin, et donc on avait un peu de trésorerie qui nous permettait de sortir du simple, de l'économie basique, 1 plus 1 égale 2 et pas 3. Mais grâce au chiffre d'affaires que l'on faisait, des résultats, grâce à la semi-remorque, et une fois de plus, je ne peux que remercier Cyril. Oui, qui a été le point de départ. Alors après, nous, on ouvre les yeux, alors après, il faut s'en occuper, mais c'est pas très très complexe, hein. On n'envoie pas une fusée sur la Lune. Hein. Tout à fait. Ça reste abordable pour le commun des mortels. Ce que je veux dire, c'est qu'au moment où tout ça devient rentable, toi et Jean-Sylvain, vous auriez pu vous acheter la voiture la plus chère du moment, la maison de campagne la plus chère du moment, le voyage en avion le plus cher du moment, et non, votre passion de la compétition fait que vous allez justement investir dans la compétition vous-même. La première chose que l'on fait... C'est de la passion pure, ça. Le premier sujet qu'on fait dès qu'on a une bonne visibilité, on déménage dans un petit local, dans une zone industrielle, la zone artisanale, à la sortie de Chartres. Car jusque-là, nous étions toujours dans l'atelier de mon grand-père, dans le fond de la station-service. Alors c'était compliqué, la semi-remorque sur un parking, exigu. Compliqué. Bon, puis l'image, des fois il y a des clients qui viennent, c'était une fois de plus, comme je dis, c'est un adjectif pittoresque. Comment il y avait
chez Michelin, il y avait un vieux commercial qui appelait ça les Catanguais, quoi. Il disait Oui, un petit peu, mais Romanichel. ils n'étaient pas toujours très bien placés pour se moquer de nous dans ce domaine. Non, ben, il ne se moquait pas, Pierre. Je parle bien. de Pierre Blanchet, qui était un homme adorable, mais c'était par tendresse qu'il disait ça. C'est-à-dire que d'un côté, il y avait ces structures d'usine, et de l'autre, c'est des merdards, il n'y a pas d'autre mot. Et alors, donc, pour revenir à Sébastien Charpentier qui déclenche cette digression, mais qui était nécessaire, moi, je travaillais pour Jean Bidalot pour MBK Course, et je me déplaçais des fois sur quelques circuits, je venais les voir quand c'était pas très loin, je livrais des pièces, et bref. Et j'avais envie d'aider un jeune pilote. Et il y avait ce gamin. Et Sébastien, c'était sa toute première saison, donc j'en parle à Jean Bidalot qui me dit, bah tiens, il y a celui-là, va regarder, donc Sébastien Charpentier. Je regarde une manche qualificative le samedi où il explose tout le monde. Je vais voir Sébastien, je lui dis, bah si tu veux, l'année prochaine, on peut rouler en 125, et puis la coupe Yam. Et non, ça m'intéresse pas, moi je veux être pilote d'usine Bidalot. Puis hop, il se tourne le dos, puis il se barre. Il était déjà comme il est devenu. Début difficile. Mais il a eu raison, car l'année d'après, il a été pilote officiel Bidalot. J'ai continué à le suivre, et 91... c'est ça, c'est 90. En 1991-92, j'avais acheté une 125 Honda RS et on l'a fait rouler en championnat de France. Il a gagné une des épreuves. À l'époque, il y avait Bronek, Cellini, Olivier Jacques, ça allait vite. Donc, ça, c'est les 2 premières saisons. La suite était un peu plus compliquée parce qu'on avait fait les choix d'investir dans le local et faire rouler Sébastien. La marche d'après était moins économique. Donc il est retourné faire du cyclo, c'est-à-dire plutôt à son honneur, parce que Sébastien, il n'avait pas d'argent, donc il travaillait, il vendait les téléviseurs dans une galerie marchande, je crois, et puis il allait sur les circuits, et il est donc 93, 94, 95, il fait du cyclo, il est champion de France, champion d'Europe, en scooter, en cyclo, il prend d'une espèce de maturité, de gérer un championnat, de répondre à la presse, même si c'est du cyclo, il y avait du monde. Et en 1996, il y a la création de la 500 Cup, et Gilbert Guillain-Baudet me dit « Ah, moi j'aimerais bien qu'on engage une 500 Cup pour le magasin, est-ce que tu connais un pilote ?» J'ai dit « Oui, j'en ai un sous la main. » Sébastien. Et Sébastien a gagné la 500 Cup. Après, donc, du coup, on l'a fait rouler en championnat de France. Il a gagné en championnat d'Europe à Brandsatch en 97. Sans l'avis de Pierre-Laurent Chauvet, on y est allé en cachette, on n'avait pas le droit d'aller qu'en France. Mais bon, comme on a gagné, il a eu du mal à nous faire la morale. Et donc du coup, je l'ai convaincu de nous débloquer un budget pour faire du championnat du monde Super Sport en 1998. Alors Pierre-Laurent Chauvet, qui à l'époque était le directeur général de Honda France. Directeur général de Honda France. Passionné de course. Un passionné de compétition de la première heure. Ouais. Pierre, il était au Bol d'Or en 69. Tout à fait. Donc en 1998, Sébastien gagne sa première épreuve de championnat du monde Super Sport au Nürburgring sur le mouillé, ce qui me donne à moi la seule et unique occasion de monter sur un podium de course. En tant que pilote, on oublie, mais en tant que responsable d'écurie, bon, c'est un peu sympathique, sauf qu'il tombait des cordes et qu'en bas du podium, il n'y avait personne. Donc il n'y a pas le début d'un embryon d'image. Mais bon, c'est pas grave, c'est un souvenir pittoresque. Alors, la suite... En ce qui concerne Sébastien, il est évident qu'il faut qu'il aille faire des équipes. Nous, on n'était pas... il nous manquait de l'expérience, des moyens, et puis surtout, comme je l'explique, ça coûte. Alors, c'est la dernière année avec laquelle on travaille avec Michelin. Michelin change de structure, ils veulent faire de la Formule 1, bref, ils organisent la logistique sans nous. À partir de 99, différemment. Et donc là, d'un seul coup, hop, là, on serre les cordons de la bourse et Sébastien, il va de manière légitime vers des équipes qui sont, plus performantes que nous, qui ont plus d'expérience. Nous, on faisait ça à 2 ou à 3. On avait une camionnette, une caravane, c'est Sébastien qui faisait cuire les nouilles. On ne fait pas du championnat du monde, même en 98, pour gagner dans ces conditions-là. Voilà. Alors, il faut quand même que les gens comprennent une chose. À entendre Yves, n'importe qui penserait que ça remplit des journées de 24 heures. Mais non, au cours de la même période, Yves, donc je reviens à Alain Chevalier, avec qui il est toujours en contact, pour qui tu as fait beaucoup de choses, en même temps que tout ça, quand même, un petit peu. Et puis, là, tu me parles des années 90, mais chez Alain Chevalier,
au milieu des années 90, va arriver l'aventure Vauxhall. Et Non. tu y as fait des choses avec Vauxhall, c'est Vauxhall. 2000, là, c'est après. Non, mais c'est 95 le Non, début non. de Vauxhall. Oui, mais nous, Alain nous fait pas travailler. Ah, d'accord. Alain nous fait... Donc il y a une dizaine d'années où tu fais rien pour Alain. Je vais essayer de faire fonctionner, réactiver Petite reste la de mémoire. vive. Je parle pas de la mémoire morte. Avec Alain, non, je pense que la dernière fois où on fait un proto ensemble, c'est grâce à François-Marie Dumas, c'est le prototype de la Yamaha GTS pour Yamaha Oui. Europe. Donc ça, c'est Sacha Lakik, c'est 89. Oui, c'est ça. Donc il va y avoir une interruption d'à peu près une dizaine d'années. Ouais, une dizaine d'années, bon, on se croise de temps en temps, mais il n'y a pas de travail. Alain refait appel à nous en 2000, quand les Vauxhall roulent définitivement, que les Et motos qu'il est sont question de produits. les faire rouler en endurance. Voilà, et Alain D'accord. me contacte pour que l'on aille à l'atelier. Eux développent le moteur, les grandes lignes, et Alain n'a absolument aucune structure, aucune expérience de l'endurance, qui d'ailleurs a déclenché une anecdote que je peux raconter Ah oui, maintenant. oui, on est prêt. Donc pour finir, donc Alain fait appel à nous pour que nous on s'occupe des béquilles du stand de la cabane à chrono. Donc ça on sait faire. Et puis il faut des hommes, il faut une semi-remorque, il faut pas mal de choses. La vision de ce qu'est une course d'endurance, Tout qu'il à n'avait fait. pas forcément, puisque lui il n'avait fait que des grands prix, ça dure au maximum 3/4 d'heure, 1 heure. Là c'est un peu plus subtil. Et donc Alain a toujours fabriqué des motos avec des pièces où on cherche le centième de millimètre pour le jeu. Et ils avaient fabriqué des roues arrière, des broches de roues arrière avec cette logique-là, qui est une logique tout à fait normale. Le Grand Prix. Quand on, sauf que pour démonter une roue arrière, il faut un pistolet à choc. Donc on monte, hein, et au bout de du deuxième montage-démontage, la broche s'est grippée, soudée. Et il a fallu couper à la disqueuse tout l'axe pour que. Voilà. Donc ça a été une grande partie de rigolade. Mais tu l'avais prévenu avant. Alors, je ne savais pas qu'ils allaient faire ça, mais je me suis bien moqué de lui. Enfin non, j'avais dû dire quand même, Alain, je dis, il faut mettre du jeu, hein. Et voilà, cause toujours, tu m'intéresses, tu sais à qui tu causes. Donc, Moi, j'ai la précision au micro, viens pas tu me... imagines que l'occasion était trop belle. Alain était tellement plus fort que moi sur plein de choses. L'occasion était trop belle pour qu'il ait le droit à une salve de moqueries diverses et variées. Voilà. Et voilà. Et... Bon, malheureusement, c'est pas allé très loin, puisque ça s'est arrêté là. Il y avait 2 ans plus tard, ça a duré 2 ans. Non, même pas. 6 mois. 6 mois, nous on a commencé fin 99, et en mai 2000, c'était fini. Ils ont déposé le bilan au mois de juin, je crois. D'ailleurs, j'ai été sponsor de Vauxhall, car nous avions convenu d'un accord commercial. Jacques Gardette m'avait dit, bon, nous, il faut qu'on reste dans les structures, donc est-ce que 60 ou 90 jours, une traite, ça te dérange ? Ouais, non, j'étais tellement content et fier de travailler avec Alain, Vauxhall, une auto française, la course, sauf qu'ils ont déposé le bilan, et moi, je me suis assis sur l'intégralité de la facture. D'accord. Nous, on est passé tout près du dépôt de bilan. Hein, oui, je me souviens que l'arrêt brutal de tous les programmes Vauxhall a été terrible pour les artisans qui travaillaient. Qui avaient pris des risques. Je reconnais que la passion avait pris le dessus sur la raison, et quand j'ai ouvert les yeux, c'était trop tard. Ouais, c'est ça. Bah, t'as pas été le seul, hein, malheureusement. Non, mais bon, c'est là comme ça, hein, c'est la vie. Hein. Donc, mais ça, j'ai presque envie de dire, c'est le mauvais côté du bon côté de cet esprit où on est dans la course. On fait d'abord, on se pose des questions de ce genre après, quoi. Donc, oui, on essaie quand même de réfléchir un peu plus avant. Oui, pour pas trop se faire piéger. Là, on a déjà fait un bon bout de chemin. On est quoi ? On est en 2002, 2001 2000. C'était il y a plus de 20 ans. Et les 20 ans qui suivent, alors, ça va être quoi ? Plein de choses. Alors déjà, pour commencer, Continuez. Oui. Entre la disparition de Michelin en 99 et le dépôt de bilan de Vauxhall en 2000, il faut quand même... se ressaisir, oui, se recentrer. Alors, il faut quand même savoir que grâce à Michelin, nous étions nombreux, mais sans Michelin, on était beaucoup moins nombreux. Donc, on prend tout ce qui se présente. Hein. Donc, on fait des quads, on transforme des quads pour personnes handicapées, mais comment dire, il n'y a pas de recherche commerciale. C'est le hasard des rencontres. Oui. Et comme moi, je dis oui à tout le monde. Alors après, on regarde si ça tient debout. Au minimum, il faut que ce soit équilibré. C'est-à-dire que ça paye
la masse salariale, les charges sociales, les frais d'atelier, ce qu'il y a, Jean-Sylvain et moi, pendant plusieurs mois, on ne touche plus de salaire. On cotise, mais on ne touche plus de salaire. Vous sauvez la boîte. On le sait, il faut rester en vie. Donc on prend tout ce qui se présente. Jean-Sylvain, d'ailleurs, souvent faisait d'autres travaux à droite à gauche, parce que d'ailleurs nous avions beaucoup collaboré en automobile avec Michel Hommel. Pour la barquette, pour la berlinette. La berlinette, pardon. Dès 93 jusqu'en 95-96, on a beaucoup travaillé pour Michel Hommel. La semi-remorque, Michel Hommel nous la louait quand il engageait une voiture en endurance, la Bugatti, la Aston Martin, c'était très très intéressant. Donc on prenait tout ce qui se présentait. Alors là, il vient se greffer un autre petit truc, c'est que qui a fait un peu de chiffre d'affaires, mais qui était surtout extrêmement passionnant. Pour mes 50 ans, donc en 2002, faites le calcul. Donc j'avais demandé à ma mère de m'offrir une PlayStation parce que j'avais découvert le jeu MotoGP dans une grande surface. En faisant mes courses, il y avait des gamins qui étaient avec une manette et je trouvais que les images qui étaient à l'écran étaient fantastiques. Donc j'ai dit à ma mère, pour mes 50 ans, je voudrais une PlayStation. Et donc j'ai eu cette PlayStation. C'est comme quelqu'un qui décrète d'apprendre à jouer de la guitare à 50 ans. C'est une horreur. C'est une horreur, la manette, c'est pas dans nos gènes. Et puis de fil en aiguille, j'ai pris goût parce que ce qui était à l'écran était vraiment passionnant. Et puis je savais qu'il existait des simulateurs de pilotage voiture pour les jeux vidéo. Et il me dit, j'ai cherché, moi j'en ai pas trouvé. Et donc j'ai décrété de me fabriquer mon simulateur de pilotage moto moi-même. Donc j'ai fait un proto, puis je faisais ça le soir et le week-end. Et j'ai fini par faire un truc qui était pas mal. Je l'ai emmené sur des circuits pour que les pilotes s'en servent, qui me disent ton truc c'est naze, ou ah tiens c'est rigolo, on s'amuse avec. Donc Eric Saul, Philippe Monneret. J'ai souvenir d'une queue d'ailleurs pour essayer. Oui, bon c'était plutôt rigolo. Donc j'ai corrigé à partir de leurs commentaires en me disant ah non c'est pas bien, c'est pas normal, c'est pas. Et puis de fil en aiguille, c'est devenu plutôt pas trop mal. Donc j'en ai construit un à partir de ce proto qui était un peu bancal. Et je me suis dit, est-ce que quelqu'un ne pourrait pas acheter ça? Et j'ai fait la connaissance des gens qui s'occupaient des produits dérivés du Joe Bar Team. Donc le frère de Christian, de Bar, et Yves Touchard, qui eux évidemment ont sauté à pieds joints dans la flaque instantanément, c'était trop drôle. Hein. Et grâce à eux, on en a vendu pas énormément, mais on a dû en faire une 40aine. Ah quand même. Ouais. Alors par contre, il y a un truc qui est très sympa. Je crois, c'est l'année où Sébastien Charpentier est champion du monde, le premier titre. À Magny-Cours, PlayStation, Sony France, décide de faire la promo d'un nouveau jeu vidéo, Vitesse. Je ne sais pas par quel biais, ils apprennent l'existence de mon truc. Ils me contactent de manière à ce que je leur mette à disposition 2 simulateurs pour que le public s'en serve. Il fait un jeu concours, Sébastien est venu, il s'en est servi. Et donc à Magny-Cours, j'ai été naïf dans ces cas-là. Je me suis dit, c'est fantastique, Sony, ils vont m'en prendre 3000. Ils m'ont serré la main, c'est gentil d'être venu. Au revoir, monsieur. Ils t'ont payé ton essence quand même. Pas sûr. Pas sûr, mais c'est pas grave, moi j'étais content d'y être. Hein. Et alors, en discutant avec les commerciaux, ils m'ont expliqué que c'est un produit qui ne pouvait pas les intéresser. Parce qu'il fallait l'aval de la direction générale de Sony France. Il fallait qu'elle-même demande l'aval du Japon, donc là c'est même pas la peine, on oublie, avec des règles. Et en plus, ils nous ont dit, votre produit, c'est pas l'esprit. C'est-à-dire qu'un jeu comme ça doit être ludique. La manette, elle est sur le sac de revue, sur la pile de revue devant la télé, on l'attrape, on branche, on joue. Voilà, et les gamins l'emmènent comme leur doudou, ou comme un ours en plus. Alors que là, moi j'avais fabriqué une fausse moto. Qui était de la taille d'une moto. D'ailleurs, on l'a vu dans beaucoup de salons et de manifs moto, les gens se précipitaient pour essayer, et surtout pour sortir de la piste, parce que tant qu'on est... J'ai souvenir que toi qui connaissais ta machine, tu les énervais tous, parce que t'allais vite, et des pilotes confirmés qui s'y mettaient, ils apprenaient vite. Très vite. Autant le commun des mortels, le passionné de moto qui ne sait pas ce que c'est que la course, croit que c'est facile, il n'y arrive pas, il sort sans arrêt. Par contre, les pilotes, ils apprenaient très 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 vite. D'abord parce qu'ils ne supportent pas d'être derrière. Tout à fait. Ils sont normaux, sinon c'est pas des pilotes.
Et que dire, j'en oublie un bout, mais c'est pas très grave. Bon, ça, c'est pas... Mais c'est une partie de tes activités Voilà. Ouais, à l'aube des années 2000. Ouais, donc juste je voulais finir, donc ils nous ont expliqué que c'était pas possible, qu'on pouvait pas laisser dans un salon, dans une salle à manger, une moto entière. Bah oui, bien sûr. J'ai même une petite anecdote autour de ça. Sur un des salons, je crois que c'est à Vincennes, au Moto Légende, un chef d'entreprise passionné de moto, bien propre sur lui, l'essaye, passionné, il me dit donnez-moi votre carte, je veux vous en acheter un. Sa compagne ou sa femme s'approche, lui fait ça dans le salon, jamais. C'est un cas de divorce instantané. Oui, mais il aurait pu. Voilà. S'il avait Et une donc, grande maison, effectivement, il pouvait se donc, dédier une pièce voilà, donc au ça, simulateur, comme d'autres ont une salle de billard, dans le fond. Et je trouvais que c'était très bien. Oui, c'était très bien, très bien.